chronique politique de ce grand journal à suivre en vidéo, notamment sur notre page Facebook. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Ravi de vous retrouver comme tous les même. lundis sur Radio J. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Emmanuel Macron ouvre aujourd'hui une nouvelle séquence, une séquence africaine de son mandat. Une séquence qu'il conduira mercredi à démarrer une tournée dans 4 pays d'Afrique centrale, le Gabon, l'Angola, le Congo et la République démocratique du Congo. Mais avant cela, Alexis, le chef de l'État doit prononcer dans les prochaines heures un grand discours à l'Élysée dans lequel il doit présenter sa vision du partenariat avec les pays africains. Pourquoi, Alexis, un déplacement en Afrique demeure toujours un passage presque obligé pour tout président de la République? Alors il y a le contexte et il y a le fond. Le contexte, donc, c'est, vous l'avez rappelé, cher Steve, c'est effectivement qu'il se rend en Afrique centrale en réalité, à partir de mercredi 1er mars, pour une tournée, mais dont le prétexte est la participation à un colloque sur la déforestation et la reforestation. C'est un enjeu d'ailleurs important, écologique important, qui concerne notamment le continent africain. Ça, c'est le contexte, on va dire, ponctuel, si vous voulez, précis. Maintenant, il a accepté d'aller à ce colloque et il en profite pour visiter, on va dire, 4 pays. Il y a le Gabon, il y a le Congo, il y a la République démocratique du Congo et enfin, voilà ce pays qui était une colonie portugaise jusqu'en 1975, très beau pays d'ailleurs, l'Angola. Donc c'est l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique du Sud-Ouest. Alors effectivement, vous avez raison. C'est un classique, j'allais dire, dans la Ve République notamment, et j'allais dire aussi c'est un test de présidentialité. C'est-à-dire la tournée en Afrique n'est pas simplement, si vous voulez, uniquement de la politique extérieure française. Je ne veux choquer personne, mais il y a quelque chose qui relève en quelque sorte du précaré naturel de la France. Mais Emmanuel Macron, on va commencer par ça, sait très bien qu'aujourd'hui, cette présence française en Afrique, dans ce, entre guillemets, précaré, ne peut plus relever des assurances, des garanties que la France-Afrique a longtemps accordées au pouvoir français. On pense notamment, bien sûr, au rôle que jouaient un certain nombre d'intermédiaires. Vous voyez, notamment sur le plan militaire, mais aussi technologique, stratégique. Jacques Foccart dans les années 60. Bon, voilà, Jacques Foccart, typiquement Jacques Foccart, qui était en quelque sorte le super ministre de Gaulle pour les affaires africaines. Ça, vous dites-vous bien qu'aujourd'hui, c'est révolu. Et c'est révolu pour plusieurs raisons. Commençons d'ailleurs par la raison globale, et après on va revenir au président de la République. C'est révolu parce que nous avons une multitude d'acteurs aujourd'hui qui se déploient dans le continent africain. Des acteurs qui ne sont pas tous contre la France, mais qui en revanche veulent grignoter, si vous voulez, à la France un certain nombre de parts de marché. C'est notamment le cas de la Chine ou de la Russie. Bon, voilà, exactement. Vous avez naturellement, comme d'habitude, mis le doigt sur l'essentiel. Il s'agit d'acteurs que l'on qualifiera, disons, d'illibéraux, pour faire très vite. Autrement dit, d'acteurs qui ont une interprétation de la démocratie représentative qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas celle de la démocratie libérale ou des républiques démocratiques. Et qui surfe sur une vague anti-française dans une partie de l'opinion publique. Alors voilà, c'est corrélé. Vous retrouvez des éléments. J'ai fait un livre sur la République de Weimar où je montrais qu'au fond, l'idéologie réactionnaire qui a préparé le nazisme était une idéologie très largement anti-française, anti-principe de 1789. Curieusement, vous allez retrouver chez ces acteurs illibéraux en Afrique le même discours, un discours de sape de la France, vous voyez, sur le mode, ce sont les derniers colonialistes de la planète. C'est ça que disent les Russes, c'est ça que disent les Chinois, et c'est ça que s'emploient à dire également les Turcs qui ont des ambitions sur le continent africain. Donc ça, c'est le contexte global. Maintenant, il y a aussi un autre aspect du contexte, c'est qu'il y a d'autres acteurs démocratiques qui, eux, ne tiennent pas ce discours de sape anti-français, qui sont des démocraties parfaitement respectables. Et, par exemple, Israël. Vous voyez, Israël se déploie aujourd'hui sur le continent africain avec beaucoup d'efficience et beaucoup d'efficacité, dans des partenariats avec la France, mais aussi parfois, il faut le dire les choses comme elles sont, dans des rivalités. Et donc aujourd'hui, vous avez un contexte global qui inquiète d'ailleurs les industriels. J'ouvre une parenthèse. Vincent Bolloré, par exemple, s'inquiète de la progression d'un certain nombre d'acteurs au détriment de la France parfois, vous voyez. Et d'ailleurs, ça a été l'objet pour lui de frictions avec le pouvoir macronien, etc. Donc ça, c'est le contexte absolu, c'est le contexte global. Et en même temps, Alexis, on nous annonce du côté de l'Élysée une nouvelle approche française en Afrique, plus en retrait. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, je ne sais pas, parce que le discours n'a pas encore été prononcé, mais je vais vous émettre mes hypothèses. Mes hypothèses sont les suivantes. Vous avez eu, au fond, 2 tentatives de réinvestissement du continent africain lors des 2 dernières présidences. La tentative de Nicolas Sarkozy, qui, au fond, n'a pas abouti, mais
qui était sincère au départ. Souvenez-vous de ce grand entretien qu'il avait donné en campagne présidentielle contre Ségolène Royal à la revue Le Meilleur des Mondes, une revue d'obédience néoconservatrice entre guillemets, dirigée alors par notre confrère Michel Tobman. Et qu'est-ce qu'il disait ? Il disait il faut rompre avec les péchés mignons de la France-Afrique en quelque sorte, et faire maturer notre relation avec les principaux pays d'Afrique et notamment avec les démocraties africaines, car il y a de grandes démocraties en Afrique. On pense notamment au Sénégal. Et d'ailleurs, c'était un vœu, par parenthèse, partagé par la plupart des acteurs africains. C'est le discours qu'ils tiennent aujourd'hui. Ils veulent une sorte de great reset, si vous voulez, de la relation avec la France sur des bases plus matures et sur des bases exactement, et sur des bases d'égalité réelle. Vous voyez. Et je pense que c'est possible. Mais ça a fonctionné à l'époque de Sarkozy ? Ça ne s'est pas fait. Pour plein de raisons, ça ne s'est pas fait. Il a été rattrapé sans doute aussi par la technostructure de la France-Afrique. Et puis, il y avait le corollaire, si vous voulez, de ce projet. C'était l'Union pour la Méditerranée, portée par son ami Henri Guénaud, mais qui n'a pas pu voir le jour en raison de l'obstruction d'un certain nombre de pays arabes. Faut dire clairement les choses. François Hollande ensuite, il nous reste une petite minute. Bien sûr. Alors François Hollande ensuite, c'était dans la lutte contre le djihadisme meurtrier, et ça a porté ses fruits au Mali en dépit des limites actuelles de l'opération Barkhane qui se termine. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est effectivement cette refondation à laquelle Macron veut contribuer. Vous savez, il a de hautes ambitions, Macron, on va finir là-dessus. Il a de hautes ambitions en Algérie, on le voit bien avec le rapprochement initié par un certain nombre d'acteurs avec le président Tebboune. Il veut, au fond, tourner la page très longue de la guerre d'Algérie et de ses séquelles mémorielles. Et puis il a de hautes ambitions en Afrique. Alors c'est vrai, vous avez raison, ils disent nous avons plutôt vocation à être en deuxième rideau. Donc je suppose que tout à l'heure à 17h sur le perron, depuis l'Élysée, le président de la République va préciser ce qu'il veut dire par là, mais ce que je sens, je peux me tromper, vous savez, les commentateurs ne sont pas Madame Soleil, mais ce que je sens, c'est plutôt l'idée aussi de rétablir des partenariats avec d'autres acteurs démocratiques. Vous voyez, c'est-à-dire que la France n'est plus, je crois, dans une optique de monopole, de volonté de monopole absolu. En revanche, on revient toujours à ça d'ailleurs dans nos commentaires. Ouais. Vous avez une sorte de reclassement diplomatique des grandes priorités des démocraties occidentales. Quelles sont les priorités des démocraties occidentales ? Moins de se bouffer la gueule, entre guillemets, mutuellement, que de résister à la poussée des illibéraux dans la plupart des zones, des théâtres, j'allais dire, de friction et d'affrontement. Je crois que ça sera une des lignes directrices du président de la République tout à l'heure. Attention, ce discours à partir de 17h. Comment empêcher la Chine, comment empêcher la Russie, comment empêcher la Turquie, entre guillemets, de dévorer l'Afrique. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur d'actualité juive. Nous serons demain en compagnie de Laurence Saillet. Alexis, merci à vous. Et on vous retrouvera pour votre part mercredi pour nous présenter justement ce nouveau numéro d'actualité juive. Bon après-midi à vous. Radio J. Steve Nadjar. Radio J. On va marquer une petite pause, mais on se retrouve dans un instant pour la suite de votre grand journal. Nous serons en compagnie de Pascal Zonshine pour le direct de Jérusalem. Juste après la chronique du rabbin de Neuilly-sur-Seine, Michael Azoulay. Restez avec nous, vous êtes bien sur Radio J. À tout de suite.